Bonjour et bienvenue à Ici l'Europe. Aujourd'hui, pour notre grand entretien européen, nous recevons Jacques Attali, économiste, auteur, essayiste, conseiller d'État. Il a soufflé à l'oreille des présidents de la République française depuis François Mitterrand, dont il était Sherpa. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi toutes les turbulences du monde depuis plusieurs décennies et vous avez écrit plusieurs livres dont Le Monde mode d'emploi que j'ai ici. Ce mode d'emploi du monde, finalement, il a peut-être changé ces dernières semaines. On se rend compte que la situation est extrêmement tendue et tumultueuse pour l'Union européenne à l'heure où les Américains finalement se détournent de l'Ukraine. Est-ce que on est vraiment à un moment pivot, charnière de l'histoire européenne? Tout à fait, absolument vital. Ça fait très longtemps que parmi d'autres, je dis que les Européens devraient prendre conscience d'une chose fondamentale, nous sommes seuls. Je répète cette phrase depuis au moins 20 ans. Maintenant, je pense que les Européens l'ont compris. C'est pas tout à fait nouveau parce que déjà Obama nous avait fait défaut dans certaines circonstances et les Américains se retournent vers la Chine qui est leur principal partenaire et leur principal ennemi. On ne pensait pas, en tout cas certains ne pensaient pas qu'il y aurait une alliance de la Russie avec les États-Unis contre la Chine en jetant l'Europe occidentale par-dessus bord. On ne pensait pas, on n'espérait pas, on ne souhaitait pas. On ne pensait pas, on ne souhaitait pas qu'un président américain trahisse ses alliés. Il vient même de dire qu'il ne va pas défendre le Japon et qu'on ne pensait pas qu'il se conduirait exactement comme Adolf Hitler. Alors la question de savoir s'il est un agent russe n'est pas très intéressante. En tout cas, il se conduit comme s'il l'était. C'est tout ce qui nous suffit. Il y a une alliance Russie-États-Unis contre la Chine qui est en train de se mettre en place avec, dans les deux pays, un dictateur. Un dictateur qui s'appuie sur des oligarques qui installent la terreur. Et évidemment, ça finira mal. Pour vous, Donald Trump est un dictateur? Il est en train de devenir, d'ailleurs, c'est assez frappant le rapprochement avec Hitler. Il y a eu un putsch raté comme Hitler. Il installe la terreur comme Hitler. Il dit plein de fausses nouvelles, il veut déporter des gens, il menace les juges, et je pense que la prochaine étape, c'est qu'il passe outre les décisions de justice. L'étape suivante, ce sera qu'il dénonce et mette en prison des dirigeants démocrates. C'est exactement comme Adolf Hitler. Exactement comme Adolf Hitler. Ce lâchage des États-Unis, cette impression qu'ils veulent finalement laisser tomber l'OTAN, d'abord, est-ce que d'après vous c'est vraiment réel? C'est-à-dire que on a l'impression que l'Union européenne, enfin que les dirigeants européens essaient de ménager les États-Unis en espérant que finalement ce soit simplement une passade, un moment, que peut-être en investissant plus dans leur défense, ils pourraient faire revenir les États-Unis à être plus actifs dans l'OTAN. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce que vous pensez que ça y est, les Américains nous ont lâchés? Les Américains, pas les Américains, parce qu'une grande partie des Américains ne sont pas derrière cette ligne. Mais M. Trump est un homme qui agit exactement comme les responsables de raquettes. Ou vous faites ce que je vous dis, ou je ne vous protège plus. Donc, même si on faisait quoi que ce soit pour lui plaire, il y aura toujours une demande supplémentaire. Vous ne faites pas assez, et donc je ne vous protège plus. Donc il est très important pour les Européens de créer aussi vite que possible, et si possible pas dans 5 ans, les conditions pour ne pas avoir à céder à ce chantage. Alors, vous connaissez bien les Russes, vous les avez pratiqués depuis de nombreuses décennies même. C'était vous, en 1991, qui aviez imposé Mikhail Gorbatchev au G7 en Angleterre, d'ailleurs contre l'avis du Premier ministre britannique de l'époque. Et quels sont, selon vous, les objectifs réels des Russes? Parce que on entend beaucoup de choses. On entend qu'ils veulent simplement créer un glacis défensif. D'autres parlent d'attaques vers d'autres pays plus à l'ouest, si jamais ils n'étaient pas empêchés à ce stade. À votre avis, quelle est cette menace russe à ce stade? L'objectif historique. D'abord, je continue à rêver d'une Russie démocratique faisant partie de l'Union européenne. Je pense que c'est un rêve qu'on doit avoir au-delà de la période Poutine. C'est une grande nation européenne avec une culture qui est parfaitement partie de la nôtre. Maintenant, peu importe de savoir ce que M. Poutine veut, il faut toujours avoir une politique qui nous prépare au pire. Et le pire est possible. Et donc, même si ça n'est que 5% des risques, il faut être prêt. Il faut être prêt à une tentative de reprendre la Moldavie,
d'empêcher le résultat des élections démocratiques en Roumanie, de mettre la main sur les pays baltes, et ensuite de s'attaquer à la Pologne. Et au-delà, tout ce qui vient avec. Je pense d'ailleurs que le Kazakhstan devrait faire attention aussi à son indépendance, car les Russes pourraient souhaiter mettre la main sur cette puissance contenant d'énormes richesses gazières, minières et l'essentiel de 45% d'uranium de la planète. Donc, il ne faut pas se préoccuper de savoir si c'est vraiment sûr qu'ils veulent faire, mais il faut se préparer quand même. Donc, pour vous, l'allocution d'Emmanuel Macron, qu'on a vu parler à l'Élysée, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez trouvé que le ton était juste? Est-ce que vous avez trouvé que c'était absolument parfait. Il m'arrive souvent d'être critique à son égard. J'ai trouvé que c'était parfait. J'espère qu'il sera entendu. Maintenant, c'est une question de vitesse. C'est une question d'efficacité. Mettre en branle 27 pays pour faire des armes, c'est pas facile. C'est une question de savoir quelles armes. La solution de facilité serait acheter des armes américaines, ce qui serait une folie, parce qu'on sait que les Américains contrôlent la clé à chaque jour. Et de ne pas se tromper d'armement. Il ne faut pas acheter des armements qu'on a simplement parce que nos marchands d'armes veulent nous en vendre. Il faut acheter et faire construire les armes dont on aura besoin dans ces guerres. On va y revenir dans quelques minutes. Je vous propose de faire le point tout de suite sur les dernières annonces de l'Union européenne. Ils ont ébauché les contours d'un plan qui s'appelle Rearm Europe. Voici les détails avec Sophie Samaï. Réarmer l'Europe, tel est l'objectif du nouveau plan de la Commission européenne. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Le plan pour réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses pour la défense, pour une Europe sûre et résiliente. Une réponse massive à la suppression des aides militaires américaines à l'Ukraine annoncée par Donald Trump. Ce plan en 5 points prévoit un assouplissement des règles budgétaires pour favoriser les investissements pour la défense européenne, appelant notamment les pays membres à investir sans se soucier de l'obligation de limiter leur déficit public à 3% de leur produit intérieur brut. Si les États membres augmentaient leurs dépenses de défense de 1,5% du PIB en moyenne, cela pourrait créer une marge budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur une période de 4 ans. Dépenser mieux, dépenser ensemble, à l'aide de prêts pour financer l'achat de missiles, de drones ou encore pour investir dans la cybersécurité. 150 milliards d'euros de prêts seront ainsi mis à disposition des 27. La présidente de la Commission européenne a aussi proposé aux pays membres d'utiliser leurs fonds destinés habituellement à financer divers projets pour réduire les inégalités entre les régions européennes. Enfin, 2 leviers supplémentaires ont été évoqués par Ursula von der Leyen pour mobiliser des capitaux privés, s'appuyant notamment sur une union de l'épargne et sur la Banque européenne d'investissement, la BEI. Alors Jacques Attali, qu'est-ce que vous pensez de la réaction européenne à ce stade? Excellente, mais encore incomplète. Tout ce qui a été dit là est parfait, il faut le faire. Mais il manque au moins 3, sinon 4 choses. Il manque d'abord d'admettre que l'Ukraine fait partie de l'Europe de la défense. Et que c'est l'occasion d'accrocher, d'arrimer définitivement l'Ukraine dans l'Europe, parce que c'est une des meilleures armées, malheureusement, d'Europe. Et ils sont en première ligne, et donc ils doivent faire partie de toutes les discussions. Alors comment on fait? On les fait rentrer dans l'Union européenne à ce moment-là, ou on les intègre comment? On les intègre progressivement, et évidemment, comme une évidence dans l'Union européenne. Deuxièmement, et grâce à l'Ukraine, on saura mieux quelle est la nature des armes qui sont nécessaires, pour ne pas se tromper, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est le choix des armes qui sont très importants. Troisièmement, il faut qu'il y ait un patron. Il faut qu'il y ait un patron de l'Europe de la défense, ça ne peut pas être Madame von der Leyen, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Ça ne peut pas être non plus le président du Conseil européen, parce que c'est pas son rôle. Ça ne peut pas être l'actuel commissaire à la défense, qui ne me paraît pas calibré pour cela. Il faut un grand patron de l'Europe de la défense qui coordonne l'ensemble. Un vrai czar de l'Europe de la défense. Et il faut, et c'est le 4e point peut-être le plus important, que les Européens se mettent dans tous les domaines en économie de guerre. Il faut travailler dans certains domaines, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas attendre 5 ans pour être prêt. Le pire des scénarios, c'est que nous nous mettions en cette situation de créer une Europe de la défense, mais que les Américains nous lâchent tout de suite et que les Russes, sentant que dans 5 ans on sera prêt, nous envahissent le plus vite possible avant qu'on soit prêt.
Emmanuel Macron en a parlé lors de son allocution. Il dit qu'il y aura des choix budgétaires à faire. Il dit aussi qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Vous parlez d'économie de guerre, Jacques Attali. Quelle est à quel point vous êtes économiste, à quel point ça va coûter cher aux Français, aux Européens? Comment on va financer tout ça? Parce qu'on parle de 800 milliards d'euros. Ces 800 milliards d'euros, finalement, on va les emprunter. Oui, mais les dépenses pour l'économie de guerre sont pas des dépenses perdues. Développer de l'industrie militaire, c'est bon pour la technologie, c'est bon pour l'économie civile, parce que la plupart de ces techniques sont civiles, ça crée des emplois, ça crée de la croissance. Tout ce qui se passe là est une opportunité pour prendre conscience que nous sommes seuls, pour accélérer dans l'Europe de la défense, pour accélérer dans l'intégration européenne. Tout ça est une opportunité. Le problème, c'est que ça peut nous prendre trop de temps et inciter nos adversaires à agir avant que nous soyons prêts. Donc ce que vous êtes en train de me dire, entre guillemets, c'est que c'est une course. Il faut foncer. En fait, on pourrait dire que ce sommet du 6 mars a été une ligne de départ? Évidemment. Et il ne faut pas dire qu'il faut 5 ans ou 10 ans pour être prêt. Il faut être prêt maintenant. Alors en parlant d'être prêt maintenant, Emmanuel Macron parle d'étendre le parapluie nucléaire français aux autres nations européennes. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est une bonne idée d'abord, et ensuite comment? Je pense que c'est une bonne idée, mais le moins on en parle, le mieux c'est. Le président de la République française garde évidemment l'absolu contrôle du bouton nucléaire, et de tout temps, et avec François Mitterrand, nous avons souvent parlé avec le chancelier d'Allemagne sur la question de savoir si l'Allemagne était protégée par le parapluie nucléaire français. Ces conversations que nous avons eues, que François Mitterrand a eues en ma présence, sont toujours restées secrètes, et elles ont vocation à l'être. La France peut considérer que son intérêt vital va au-delà de ses frontières. Est-ce qu'il inclut l'Allemagne? Est-ce qu'il inclut la Pologne? Ça doit rester ambigu. On voit aujourd'hui une guerre, on a l'impression de voir une guerre quand même des Américains, en tout cas une attaque des Américains sur l'Europe. On l'a vu à la fois avec le discours de J.D. Vance lors de la conférence de Munich, on le voit avec Elon Musk qui finance des mouvements d'extrême droite en Europe, on le voit avec ces fameux droits de douane que souhaite mettre l'administration américaine. Alors comment vous interprétez ça? Est-ce que pour vous il y a une volonté aussi réelle des Américains finalement d'affaiblir aussi l'Union européenne, pas seulement de la lâcher, mais aussi d'affaiblir? Il ne faut pas parler des Américains, il faut parler de l'administration Trump vous avez raison, et des oligarques. Ces horribles gens veulent en effet détruire l'Union européenne. Ils ont voulu dès le début. Ils disent d'ailleurs que l'Union européenne a été faite contre eux, ce qui est absurde. S'ils avaient pu tuer l'euro, ils l'auraient fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont continuer à essayer de tuer l'euro. Ils ont essayé en poussant à la victoire électorale de l'extrême droite allemande de casser l'Union européenne. Ils vont essayer. D'ailleurs, les Chinois, les Russes et les Américains ont intérêt à la destruction de l'Union européenne. Et donc, il nous faut être solides. Alors justement, dans ce contexte, on a quand même des divisions politiques au sein de chaque pays. Ensuite, il y a 27 pays. On a vu notamment la Hongrie de Viktor Orban, qui est quand même sur une posture plutôt pro-russe dans cette crise que nous traversons. Est-ce que c'est possible, si vous voulez, de mettre tout le monde ensemble? Est-ce que vous pensez que ça peut fédérer? C'est pas grave. Il faut avancer avec ceux qui veulent. Si on n'a pas la Hongrie, pas la Hongrie, c'est pas tragique. Et même si on en perd 2 ou 3, au passage, c'est pas grave. Il faut mettre ensemble ceux qui veulent avancer. Est-ce que ces tarifs, est-ce que ces droits de douane qui vont être imposés à l'Union européenne, ça a été annoncé par l'administration Trump? Annoncé après. Oui, alors après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Voilà. Mais en admettant qu'ils le fassent, est-ce que ça fait plus de mal aux Américains ou aux Européens? Bien sûr, ça fait de mal aux Américains. Ça fait beaucoup de mal aux Américains. Tout ça va couler l'économie américaine. Vite ou pas, j'en sais rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et c'est très inquiétant, parce que si ça risque de couler l'économie américaine, la fuite vers la guerre sera encore plus nécessaire pour tenir. Ce qui est arrivé avec Hitler et ce qui arrive toujours quand dictateur, ce qui arrive d'ailleurs aussi avec la Chine, qui est dans une situation économique extrêmement incertaine et qui fonce vers le militarisme pour les mêmes raisons. Il y a une sorte de vertige vers la guerre des États-Unis et de la Chine parce qu'ils ont des grands problèmes intérieurs. Alors justement, dans ce contexte, l'Union européenne, si effectivement l'administration va au bout de son idée de 25%, vous êtes économiste, est-ce que c'est quelque chose, certes ça va abîmer l'économie américaine, mais ça va faire énormément de dégâts dans l'économie européenne aussi, non? Énormément. Mais il faudra... Je pense même qu'il faut arriver à penser cela autrement. Je pense qu'il faut en arriver à penser à boycotter l'économie américaine, à ne pas faire d'affaires avec eux, à ne pas s'installer avec eux. À ne pas, quand on est un chef d'entreprise française, aller se montrer dans le bureau de M. Trump.
ou allemand à boycotter. Il faudra peut-être revenir là. Après tout, c'est ce que font certains Canadiens et certains Mexicains qui en appellent au boycott des produits américains. Donc, droit de douane ou boycott, c'est une autre façon de voir la même évolution. Je vous poserai aussi une autre question, vous êtes économiste. Les fameux 200 milliards d'avoirs russes gelés, est-ce que vous êtes en faveur de les saisir ou pas? Non, parce que je pense que ce serait quelque chose qui remettrait en cause l'état de droit et qui pourrait menacer l'euro. 7 Français sur 10, aujourd'hui, en France, sont inquiets. Craignent que cette guerre déborde les frontières de l'Ukraine et qu'on se retrouve avec une guerre finalement sur le continent. Vous, c'est quelque chose, alors vous me dites qu'il faut se préparer au pire, mais vous êtes aussi un féru d'histoire, un grand connaisseur des anciennes civilisations, on le voit d'ailleurs dans ce livre, Le monde d'emploi. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur vraiment? Bien sûr, dans ce livre, je disais un scénario d'une guerre entre les États-Unis et la Chine en abandonnant l'Europe. Ce scénario est connu, il est vraisemblable, donc il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas désespérer, il faut considérer que c'est une chance. C'est une chance de nous unir davantage, de prendre en charge notre destin, d'attirer les talents qui quitteraient les États-Unis, de développer des industries qu'on n'a pas encore développées, de nous tourner vers l'Afrique, qui est quand même le continent dont la population va doubler en 20 ans, et qui est un potentiel formidable pour l'Europe. C'est une chance si on sait le saisir. Et très rapidement, parce qu'il reste moins d'une minute, dans le temps long, est-ce qu'on pourrait voir les États-Unis finalement s'auto-isoler et perdre leur puissance? Ils sont en train de le faire. Ce qui se passe avec Trump, c'est qu'il a décidé de prendre acte du fait que les États-Unis n'ont plus les moyens d'être la superpuissance qui domine la planète, mais de ne s'occuper que d'elle-même. En cela, il a déjà signé le déclin américain. Bien, Jacques Attali, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et je vous invite à rester sur France 24 et RFI pour le suite de l'actualité.